Lundi 11 avril. Aujourd'hui, je rends visite à ceux qu'on appelle les agents de l'école du Perret. J'ai choisi de les nommer les indispensables invisibles. Ils sont plus que nécessaires au bon fonctionnement de l'institution, mais ils demeurent dans l'ombre, rarement sous les feux des projecteurs et trop souvent ignorés. J'ai réalisé il y a quelques mois une série photographique sur ces travailleurs et j'aimerais désormais les filmer et leur poser des questions supplémentaires afin de connaître davantage la relation à leur métier. Je descends alors dans l'atelier de l'équipe des 3 agents de logistique et de maintenance, toujours vêtus d'un uniforme bleu, pour leur faire ma proposition de film. Je rencontre Antoine, un homme réservé et timide en apparence qui a su se révéler très amusant et volontaire lors de la séance photographique. Je lui explique mon projet et à mon grand étonnement, il semble plutôt réticent. Franck arrive, un rouleau de peinture à la main, et je lui expose mon envie de les filmer. Il me parle des photographies que j'avais prises, qui lui ont plu, et me demande quelques précisions quant à mon projet de film. Il semble partant, mais me demande un temps de réflexion. Il me suggère de repasser dans 2 jours pour que l'équipe discute de ma proposition et prenne sa décision. Affaire à suivre. Je passe ensuite à la loge saluer Annie, la gardienne de l'école en poste depuis 30 ans. Toujours aussi agréable et souriante, on discute de tout et de rien. J'en profite pour prendre des nouvelles de son chien Ulysse, souffrant lorsque je lui avais rendu visite à l'occasion de la séance photo. En regardant son fidèle compagnon avec attention, elle me répond ravie qu'il va beaucoup mieux. Aujourd'hui, Ulysse, surnommé Lulu, est allongé et trône sur le célèbre canapé violet. Le petit salon haut en couleur est très calme, mais devrait rapidement se remplir et laisser place aux conversations de Laurence, Françoise ou encore Jocelyne, lors de la pause. Annie me dit que tout le monde lui a parlé de mes photographies, j'en profite pour lui parler de mon envie de passer un peu de temps avec elle et de la filmer. Elle semble gênée et hésite. Elle a besoin de réfléchir et me demande à son tour de repasser. Je croise les doigts. Mardi 12 avril. Je téléphone à Rodolphe, un comédien et chanteur d'opéra loufoque et excessivement passionné que j'ai rencontré grâce à une camarade de classe. J'ai déjà fait appel à son talent d'acteur pour l'enregistrement d'une voix off d'un court film. Une expérience fort intéressante sur le plan humain et professionnel. Au fait, bonne nouvelle, on reste leadership. Ah, et tu sais, Françoise, cancer du sein. Tu me demandes si ça s'arrose ? Ah oui, rester leadership, ça s'arrose, oui, si tu veux, oui. Mais Françoise, quoi, tu vois pas, Françoise ? Mais si, au 3e dans l'open space, la nana pas trop fashion, un peu arty, toujours en glitter. J'aimerais l'interviewer et lui demander de me parler de son métier. Il est très enthousiaste concernant ma proposition d'interview, mais il est occupé en ce moment. Il réalise des travaux chez lui, à l'étage, et s'apprête à partir en tournée à Budapest. Par chance, il pourrait être libre dimanche dans la soirée. Je me rends ensuite dans différentes mairies de Paris dans le but de demander un rendez-vous à un élu municipal pour l'interroger sur sa relation au travail, et plus précisément le lien qu'il entretient entre travail et passion. À l'accueil de la mairie du 11e arrondissement, on me remet le guide pratique du 11e 2015-2016. Et on me conseille de me rendre à la page 11 pour entrer en contact avec des élus. L'ensemble des adjoints et conseillers y figurent. Chaque élu portant l'écharpe tricolore apparaît, photographié au format portrait, aux côtés de l'intitulé de ses fonctions. J'appelle le secrétariat de Madame Martine de Bieuvre, première adjointe au maire chargée de la culture, du patrimoine et de la mémoire, qui me demande de formuler ma demande par mail. Je téléphone ensuite au cabinet de Madame Delphine Terlizzi. Je poursuis mes recherches de rencontres d'élus en me rendant à l'hôtel de ville de Paris. Le plan Vigipirate étant renforcé, je dois expliquer ma démarche dès lors que je souhaite franchir une porte de l'hôtel de ville. Un agent de la sécurité me dirige vers le 29 rue de Rivoli avant de s'exclamer sur un ton ironique « La passion au travail, quel programme !» Sur place, on me remet la liste de l'exécutif municipal et on me conseille d'appeler le standard pour joindre l'un des cabinets des élus. Au téléphone, je me permets de demander si M. Bruno Julliard, premier adjoint au maire, reçoit sur rendez-vous. On me répond « Oui, vous pouvez le rencontrer si vous avez 6 mois devant vous ». Je demande alors s'il est possible d'être mis en contact avec le cabinet de Madame Pauline Véron. J'obtiens le numéro de son cabinet où une personne très aimable me demande de suivre la procédure habituelle, lui faire parvenir un mail. De retour chez moi, le forfait internet de mon smartphone étant totalement consommé, j'écris plusieurs courriels aux adjoints municipaux en espérant obtenir une réponse de leur part. Mercredi 13 avril. Je profite de notre dernier cours de français pour faire une demande d'interview à mon professeur, Madame Dufour. La salle dans laquelle le cours se déroule ne prête pas à la discussion. Elle est située dans les sous-sols de l'établissement et est éclairée par la lumière jaunâtre des néons. Mais, sans aucune hésitation et avec beaucoup d'enthousiasme, elle accepte. Elle me confie que ses petits-enfants seront contents de la voir et ironise en parlant du quart d'heure de célébrité. Monsieur Néret, professeur de philosophie, est lui aussi partant, mais semble moins à l'aise à l'idée d'être interrogé. Il ose dire avec beaucoup de sarcasme
qu'il déteste le travail. Mais il ajoute que lorsqu'il y a détestation, il y a passion. À méditer. Les agents de Duperret, toujours vêtus d'un bleu de travail, ont réfléchi et refusent d'être filmés et interviewés, tout comme Annie, la gardienne de l'institution. Je suis déçue de ne pas montrer ces personnes, mais Annie me console en me proposant de filmer son chien Ulysse. Toutes ses copines sont aujourd'hui installées dans le salon de la loge et me conseillent d'aller voir Philippe à la vie scolaire. Il est très sympa et acceptera sûrement. Je me rends ensuite dans le bureau de la vie scolaire en passant la porte vitrée sur laquelle des photos d'identité égarées sont affichées, comme si des étudiants étaient wanted. Je rencontre Philippe qui adhère immédiatement à ma proposition. Il se prête au jeu de l'interview et avec beaucoup de modestie, il exprime l'amour de son métier. Il ne peut s'empêcher de répéter « j'adore » et parle de la maison pour désigner l'école Duperret. En sortant de l'école, je me dirige vers la mairie du 3e arrondissement, à quelques pas de la maison. Je rencontre sur le parvis de l'hôtel de ville un homme grand, aux cheveux blancs, en pleine discussion avec une autre personne. L'un des agents de la sécurité me glisse qu'il s'agit de quelqu'un important. Une fois sa conversation terminée, je l'interpelle et lui explique ma demande de rendez-vous. Il ne peut s'empêcher de faire de l'humour. L'âge et la fonction semblent autoriser toutes les plaisanteries. J'essaie de faire bonne figure et souris dès lors que je parviens à en déceler une. Il me conseille finalement d'écrire un courrier au maire en précisant que j'étudie à l'école Duperret. Jeudi 14 avril. Aujourd'hui, Madame Dufour m'accorde un entretien. Bon allez, on y va? On s'y met là? La salle est vaste et au loin Madame Dufour ramasse les copies. La salle est visuellement peu intéressante, fade et froide. Les murs blancs et beiges, dénués de tout affichage, témoignent de l'absence d'une quelconque appropriation. Je ne me sens pas à l'aise dans cette salle inhabitée, d'autant plus que de lointains souvenirs de cours de culture design ressurgissent en moi. Je n'ai pas le temps de me remémorer ces moments exceptionnels et parfois exceptionnellement pompeux que Madame Dufour me demande à quelle sauce elle va être mangée. Elle s'installe sur une chaise devant un mur beige et je choisis un cadrage serré, comme pour me persuader que la proximité est possible dans une salle aussi vaste et vide. L'entretien se déroule comme prévu, même si je sens un peu de retenue dans les paroles de mon interlocutrice que je parviens difficilement à mettre à l'aise. Je ne suis pas vraiment satisfaite de la façon dont j'ai mené l'entrevue. Une fois la caméra coupée, l'échange s'est révélé très intéressant, mais vous ne saurez pas ce qui s'y est dit. Samedi 16 avril 2016. J'interpelle maintenant les gens dans la rue et je leur demande de me parler de leur métier. Je réalise un micro-trottoir. J'ai opté pour une captation sonore et non visuelle. Rares sont ceux qui acceptent d'être photographiés ou filmés. Je sens que la présence d'un appareil photo les impressionne et les empêche de se livrer. Je me promène alors avec un micro. Je choisis un lieu où mener les entretiens. Je ne souhaite pas être la porte-parole du mouvement Nuit debout qui s'exprime place de la République depuis plusieurs semaines, mais je me décide à aller y faire un tour. Quelques personnes sont rassemblées autour de la statue de la République de façon presque habituelle et quelques télévisions sont sur place. Un groupe d'individus se rassemble autour d'un jeune homme dont le débit de parole et les intonations m'évoquent Laurent Deutsch. Il soutient qu'il n'est pas membre du PC et dit que selon lui, ce qui est indispensable pour nous, c'est de conquérir notre société civile, de faire une contre-hégémonie pour lutter contre les conceptions dominantes de la classe au pouvoir. Il parle aussi de l'autre débile de Macron. Le Laurent Deutsch de la Nuit debout termine son intervention sous les applaudissements chaleureux de son auditoire avec cette phrase « Il est indispensable d'avoir cette guerre d'opposition au sein de la société bourgeoise pour pouvoir ensuite penser le renversement de l'État ». Un autre homme prend la parole et annonce qu'il va installer la sono pour la commission d'éducation populaire qui met en place des débats en laissant la parole à des intervenants tout au long de l'après-midi. Nadia qui vient se demander avec nous que peut l'art. Ensuite 16h Valérie qui vient nous parler du pouvoir et de la violence chez Arendt. 17h Samuel qui vient nous parler de la place de l'économie populaire en zone urbaine. 18h Aline qui vient nous parler de Frantz Fanon. Et à 19h William qui vient nous parler des usages de l'histoire par l'extrême droite. Une jeune femme profite même du micro pour annoncer qu'elle cherche la commission féministe. Je sais pas si certaines d'entre vous cherchent la commission féministe, que je cherche aussi, qui devait faire un atelier d'autodéfense tout de suite maintenant. Donc s'il y en a qui sont intéressés, normalement c'était un atelier non mixte d'autodéfense féministe. Je suis pas du tout organisatrice, mais j'avais ramené un bouquin et on peut se réunir à quelques-unes et quand même en parler. Certains des participants ont récupéré une porte et quelques morceaux de bois avec lesquels ils s'apprêtent à fabriquer une table à l'aide d'une visseuse, comme des MacGyver de gauche. Il se met à pleuvoir, même si les occupants de la place de la République se rassurent en disant « C'est de la petite pluie, c'est un nuage qui va passer. » et que des sujets variés feront l'objet de débats, la pluie est trop forte pour que je parvienne à protéger le matériel de captation sonore prêté par l'école tout en rendant l'enregistrement audible. Je quitte alors la place de la République et je me rends aux halles, fraîchement inaugurées, afin d'interroger les passants à l'abri de la pluie.
Peu de personnes sont disposées à me répondre. Je rencontre notamment une jeune femme qui travaille dans une agence de traduction peu bavarde, qui se contente de répondre par oui ou non à mes questions et de répéter les adjectifs que j'emploie. Je rentre dans mon quartier un peu déçue, mais je décide de poursuivre mon micro-trottoir, place de la Bastille. J'arrête des passants et discute avec eux. J'en profite pour laisser la parole à certains commerçants dans les alentours. Un fleuriste, un graphiste, une vendeuse de chocolat, un retraité du secteur de l'appareillage électrique, un facteur et même un inspecteur des impôts. Je suis inspecteur des impôts, ça fait peur. C'est vrai en plus. Ils me racontent ce qu'ils rêvaient de faire quand ils étaient enfants. Vétérinaire, psychologue, journaliste, policière. Au final, je me retrouve en allemand. J'ai eu plein de rêves. Je voulais être archéologue. Et quand j'ai vu que toutes les momies avaient été découvertes, je me suis dit non, c'est pas intéressant. Et je n'ai pas gratté des pierres. J'ai voulu être éditrice, enfin, tout ce qui concerne les bouquins en fait. Certainement pompier comme tous les enfants. Je voulais être pilote d'avion, un exemple, mais bon, il fallait faire des études. Mais j'avais plutôt la tête dehors en fait. Footballeur, je sais pas, j'en sais rien. Certains restent pragmatiques et montrent sans grande surprise qu'on ne parle pas de travail sans parler d'argent. Parce que j'aimais bien dessiner et que les beaux-arts ça me paraissait pas très rentable. Alors j'ai choisi une voie alternative. Il faut avoir des bonnes pensées, il faut se lever, aller au travail, gagner sa croûte. Ils me livrent leur vécu dans le monde professionnel. J'ai le statut de freelance, mais je travaille sur place. C'est assez courant dans le métier en fait. C'est une sorte de contrat déguisé. Alors Primark, disons qu'on était... J'avais l'impression d'être à la chaîne, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... en gros, on avait une pause de 1 heure pour manger et pas d'autres pauses. On n'avait pas le droit à une pause cigarette pour les fumeurs, pas le droit à une pause café, pas le droit... Et déjà, pour aller aux toilettes, il fallait demander à son manager. Donc c'est vrai qu'au niveau du style de travail, ça m'a légèrement déplu. On a toujours une petite pression dans chaque boulot, je pense. On demande du chiffre et une qualité de travail. Parce qu'on reçoit le courrier c'est vachement important. Et on demande beaucoup de qualité et être à l'écoute du client. Dans les centres commerciaux, en général, on commence à 9h. Là, je commençais à 6h, je finissais à 14h. Et en général, on me demandait de faire des heures sup. Et si je faisais pas d'heures sup, c'était mal vu en fait. Donc forcément... En vrai, moi, ça me dérangeait pas parce que j'étais là pour 2 mois, dans tous les cas. Mais c'est tous les gens que j'ai vus avec moi qui essayaient de monter en grade, etc. Et qui au final, faisaient heure sup sur heure sup. Et pour rentrer chez eux, ils dormaient, le lendemain, ils retournaient au travail. En fait, au final, t'as pas de vie, quoi. C'est surtout dans ce genre de circonstances, de travail. Je l'imagine pas sur toute une vie, en fait. Dimanche 17 avril. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Rodolphe, le comédien et chanteur d'opéra. Malheureusement, son planning a été modifié et il a quitté Paris plus tôt que prévu. Je ne pourrai pas l'interviewer parce qu'il reviendra en France seulement au mois de juin. Lundi 18 avril. Mes parents se rendent à Sète pour quelques jours. Je leur demande de me joindre à eux avec la profonde conviction que la ville de la célèbre photographe, plasticienne et vidéaste Agnès Varda me donnera des idées. En me promenant dans le village de pêcheurs de la Pointe Courte, je tombe sur la traverse Agnès Varda, qu'elle a montrée dans son film Les plages d'Agnès. À l'extrémité de la ruelle, une chaise de jardin en plastique se trouve sous la plaque portant son nom, comme si un emplacement lui était perpétuellement réservé, un emplacement propice à une interview, qu'elle aurait pu m'accorder. Agnès Varda, merci de m'accorder cet entretien. Vous dites qu'il faut aimer ce qu'on filme. Alors voilà, je vous filme. Bon, j'aurai de nombreuses questions à lui poser, mais je ne vais quand même pas répondre à sa place. Mercredi 20 avril. Toujours à Sète, mon père, grand amateur de vin, souhaite découvrir quelques crus de la région en se rendant chez un caviste. J'avais repéré une petite boutique couleur locale, devanture en bois peint en bleu et affiche vieillotte et jaunie des collines ensoleillées du Languedoc-Roussillon. Avec mes parents, nous faisons la rencontre d'un monsieur très agréable et passionné par le vin. Nous échangeons longuement avec le caviste et, désireuse d'en savoir un peu plus sur sa vie et ce qui l'a mené au vin, je lui demande s'il est possible de repasser demain, muni d'un micro, pour lui poser quelques questions. Il accepte et me dit avec son accent chantant « Bien sûr, si on peut aider les jeunes ». Jeudi 21 avril. Je passe un coup de fil à mon frère et entre 2 parties de rigolade, je lui parle de ce que je suis en train de faire. Je fais référence au corps de métier que j'aimerais rencontrer, un avocat, un journaliste. J'en profite alors pour lui demander s'il veut bien être interviewé. Mon frère est journaliste politique et société dans un hebdomadaire lyonnais. Même si je connais très bien mon frère, il me parle beaucoup de son boulot, de ses articles, de ses dossiers. J'ai très envie qu'il me donne plus de détails sur sa manière de travailler, parce que je me rends compte que je ne lui ai jamais vraiment demandé pourquoi il adore son métier. Il accepte et me dit qu'il a un gros dossier à boucler cette semaine, mais qu'on peut faire ça chez lui le week-end prochain. Un peu déçu de ne pas l'interviewer sur son lieu de travail, il me propose de passer vendredi en fin de matinée. Bon, c'est jour de bouclage, alors il y aura tout le monde.
Mais on s'en fout, viens quand même. Mon frère me dit aussi que si je souhaite rencontrer un avocat, il peut me présenter Maître Versini. Il est prévu qu'ils déjeunent ensemble le vendredi. Je saute sur l'occasion, j'ai hâte de rencontrer celui que mon frère appelle la star du barreau. Samedi 23 avril. Aujourd'hui, je reçois un appel téléphonique de la première adjointe à la mairie du 11e, Madame Martine de Bieuvre, à 15h53. Suite à ma demande formulée par mail, il y a quelques semaines, elle me propose de m'accorder un entretien. Ravie, je découvre à l'autre bout du fil une personne très affable qui ne fait pas de manières. Dimanche 24 avril. J'en mourais d'envie. Alors j'ai décidé d'envoyer un message au journaliste et homme de radio Hervé Pochon, que j'écoute sur France Inter dans Un temps de Pochon depuis de nombreuses années. Il s'agit de reportages radiophoniques sur des sujets d'actualité avec un ton décalé diffusé tous les jours. J'imagine qu'il doit être très occupé et qu'il n'aura sans doute pas le temps de m'accorder un rendez-vous, mais au moins j'aurai essayé. Lundi 25 avril. Je me réveille en regardant de façon quasi machinale ma boîte mail. Et à ma grande surprise, un mail de monsieur Hervé Pochon, qui écrit qu'il répondra avec plaisir à mes questions. Je suis comblée. Jeudi 28 avril. Je suis à Lyon pour quelques jours et aujourd'hui je décide d'aller rencontrer un cordonnier, l'un des métiers que j'admire depuis que je suis enfant. Je suis un peu maniaque et j'aime les chaussures bien cirées et bien ressemelées, même si je ne porte plus que des baskets. Je me rends d'abord chez un cordonnier, disons authentique, qui porte une blouse bleue, mais pas très bavard. Avec un bruit sourd de ventilateur et au milieu d'une odeur de cirage, il se contente de me dire « Qu'est-ce que vous préférez faire, c'est quoi dans la réparation ?» Tout. Ouais. Il n'y a pas une étape en... Non. D'accord. Non. Bien décidée à ne pas rester sur cette interview courte et déconcertante, je me rends chez Pierre, un cordonnier installé depuis seulement quelques mois. Très accueillant et disponible, nous discutons pendant presque 1 heure. Nous sommes d'ailleurs interrompus par un client, un vieux monsieur qui parle du STO, de doigts de pied, et qui vient avant tout récupérer une chaussure à lacet qui s'était décousue. Je sais pas ce qui est arrivé parce que ces chaussures... Bon, enfin, c'est du fil, hein. C'est du fil. Le gros orteil, en fait, use. Moi, je perce toutes mes chaussettes à à gauche. Le gros orteil, moi, Ouais. celui qui m'ennuie, il est à gauche. Ah. Et ça, c'est à droite. Oh, ça suffit aussi, hein. De toute façon, hein. Je reprends ça. Merci, bon. monsieur. Ah bah, écoutez, bravo. Bravo. Bon, bah, c'est qu'une Je change de cordonnier, là, madame. Je tiens à vous le dire tout de suite. On a fait connaissance et maintenant, quand il y aura des problèmes de chaussures, on ne se quittera pas. Je suis bien heureux de les avoir parce que je file demain matin. Vous m'avez dit, dans les Pyrénées ? Oui, dans les Pyrénées. Bon, dites donc, vous avez de la mémoire, vous, hein. Ah bah moi, vous me parlez de montagne, ça me cause, hein. J'ai jamais vu les Pyrénées de ma vie. Enfin, je suis allé à Pamiers, moi, pour... À Pamiers, ben oui, bien sûr, je connais, moi aussi. Marrant. Première CP. Non, la gendarmerie. Il y avait une école. Ah oui, il y avait une école de gendarmerie à Pamiers, dans les lointains. Et oui, mais c'est que je filais pour me disculper du STO. Ah oui. Bon. Ben écoutez, bonne fortune avec ce cordonnier-là. On se reverra, merci. Pierre clôt notre conversation en regardant mes baskets et en me disant que les ostéopathes ne seront jamais au chômage. Les baskets, les semelles sont creuses, il n'y a pas de courbure dans le chaussant et c'est la colonne vertébrale qui ramasse. Il me met au défi d'observer les démarches des gens dans la rue. Vendredi 29 avril. Après avoir passé 2 portes munies d'un digicode dans un bel immeuble et après avoir grimpé 3 étages, je pénètre dans les locaux de la rédaction de Tribune de Lyon. On me conduit au bureau de mon frère où toute la rédaction est réunie. Ce qu'on appelle aujourd'hui un open space. On y va ? Nous filons maintenant au cabinet de Maître Versini, avec qui mon frère a prévu de déjeuner aujourd'hui. Nous entrons dans un immeuble où l'avocat nous reçoit dans son cabinet somptueux. Peu de temps après notre arrivée, des journalistes de France 3 entrent pour interviewer Maître au sujet du très médiatisé procès de Michel Néret, qui se déroulera à Paris dans 2 semaines. Autant dire que j'ai quelques appréhensions à l'idée d'interroger un habitué des médias et de passer après des pros de l'interview munis d'un matériel plus que pro. Rien à voir avec mon petit appareil photo sur pied rétractable en métal des années 80 et de mon micro non raccordé à l'appareil. Pour répondre à mes questions, Maître Versini nous reçoit dans son bureau au mobilier style Empire. Dorure, cheminée en marbre, buste de Napoléon Bonaparte, drapeau français et pile de dossiers. Il manie le verbe comme personne et parvient à transmettre en quelques minutes et avec beaucoup d'honnêteté ce pourquoi il exerce son métier. J'ai à peine le temps de faire quelques photos de son bureau que nous partons déjeuner, ou plutôt becqueter comme il dit, sa robe dans une main et sa serviette emplie de dossiers dans l'autre. Allez, on va les becqueter. Au menu, raviolis à la truffe, vin blanc, sorbet au citron et farandole de plaisanterie.
Je suis vraiment impressionnée qu'un avocat aussi reconnu et réputé ait accepté de me recevoir et de m'accorder de son temps. Vous savez poser des questions, ça vient. Vous savez mettre à l'aise. Vous savez mettre à l'aise. Non mais c'est vrai, ça fait temps. Mardi 3 mai. Aujourd'hui, je me rends à la maison de la radio où monsieur Hervé Pochon, qui réalise l'émission Un temps de Pochon sur les ondes de France Inter, m'a donné rendez-vous à 10h. En sortant du RER, je tombe sur 2 célèbres animateurs de la matinale de France Inter, Patrick Cohen et Léa Salamé. Enfin, je tombe sur une affiche de Patrick Cohen et de Léa Salamé. Je tourne autour de la maison ronde pour trouver la porte B où Augustin Trapenard, oui, Augustin Trapenard en chair et en os, fume une clope après son émission culturelle Boomerang qui vient de se terminer. Il y a aussi une pancarte « Médias debout, médias en grève » et une jeune femme qui chante avec un porte-voix « Mathieu Gallet est un boulet ». Dans le hall, je rencontre Hervé Pochon, lunettes de soleil sur le nez et sac à dos dans lequel se trouve toujours son micro. « Vous êtes bien Sandrine ? Pauline Comte ?» Il me dit que mon sujet est intéressant et nous nous rendons alors dans son étroit bureau où il s'empresse d'allumer la radio. Puis, il réécoute son reportage qui passe dans moins d'1 heure à l'antenne. Dans les couloirs, il y a une ambiance bon enfant et Hervé Pochon plaisante avec tous ceux qu'il croise. 10h40, nous descendons au studio où se déroule l'émission Un jour en France, animée par Bruno Duvic. Dans 10 minutes, Hervé Pochon intervient en direct pour lancer son reportage. Cette semaine, il a rendu visite à l'Orchestre Symphonique de Radio France et il a donné la parole à un organiste. Nous passons d'abord en régie, en attendant que le débat « À quoi aspire la jeunesse ?» se termine. En régie, c'est un peu la panique. Une auditrice a appelé le standard pour intervenir, mais il ne reste que très peu de temps et il est prévu qu'un morceau de musique soit diffusé. Derrière les ordinateurs et les tables de montage, les techniciens un peu affolés répètent « Il va pas prendre l'auditrice, il va pas la prendre !» D'autres disent « Si, il va la prendre, mais il va pas passer le morceau !» Suspense. Soudain, derrière la vitre, Bruno Duvic a pris sa décision. Il fait signe de laisser la parole à l'auditrice. Le débat se termine et je passe avec Hervé Pochon de l'autre côté de la vitre, dans le studio. Hervé enfile son casque et s'installe devant son micro. Bruno Duvic annonce à l'antenne l'arrivée d'Hervé Pochon, à qui il laisse la parole. Hervé explique en quelques mots le reportage qu'il lance en faisant un signe à la régie digne d'un chef d'orchestre. Bruno Duvic passe ensuite l'antenne à l'émission suivante et à la journaliste du flash de 11h. Nous retournons ensuite à son bureau pour terminer l'interview. Ce moment est vraiment super pour moi. Il me parle longuement de son métier et j'obtiens beaucoup de réponses aux questions que je me pose lorsque j'interroge moi-même les gens. Il me dit que s'il avait été à ma place, il aurait posé les mêmes questions. Et il conclut avec la célèbre formule « Un temps de Pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Ou peut-être après-demain. Ou peut-être après-demain. Mais on se retrouve. » Super, merci. Ravi d'avoir rencontré un homme aussi accessible et disponible, je repars en empruntant l'ascenseur dans lequel les haut-parleurs diffusent bien évidemment la radio. J'ai maintenant rendez-vous avec Madame Martine de Bieuvre, élue de la mairie du 11e arrondissement de Paris, première adjointe à la culture, à la mémoire et au patrimoine. Ancienne élue à la propreté, elle est en train de répondre à des mails lorsqu'elle me reçoit. Installée dans un petit salon cosy, elle me parle sans chichi de sa fonction d'élue et je découvre avec beaucoup d'intérêt ce qui a mené cet ancien officier de police à la politique. Elle me confie aussi qu'elle connaît un prof à Dupéret, Patrice Verdière. Quelle drôle de coïncidence. Je suis chargée de lui faire une bise de sa part. Enfin, façon de parler, vous ne devez sûrement pas faire de bise à vos professeurs, me dit-elle. Vendredi 20 avril. S'il y a bien une chose dans laquelle les journalistes excellent, c'est la capacité à se faire désirer. Après plusieurs semaines, mon frère est enfin parvenu à se libérer pour me parler de son métier devant la caméra. Il évoque longuement les règles auxquelles tout bon journaliste ne peut déroger et il donne les trucs et astuces pour réaliser une bonne interview. Ça pourrait servir.